22 décembre 1944. Secteur de Bastogne, Belgique. La température était restée en dessous de zéro pendant 17 heures d'affilée. La neige n'était plus belle depuis longtemps, seulement dure, sale, piétinée par des bottes et labourée par les éclats d'obus. Dans une tranchée à moitié gelée, le caporal Henri Duré, 101e division aéroportée, avait les doigts engourdis malgré 2 paires de gants. Il se penchait sur ce que la plupart des hommes de sa compagnie décrivaient avec un mélange de moquerie et d'incrédulité comme son machin complètement dingue. Un système de 57 grenades reliées par 23 fils-pièges, tendus en éventail devant leur position à la lisière d'un bois qui descendait vers un creux du terrain. Pour les autres, c'était un délire compliqué. Pour lui, c'était un système. Henri n'était pas simplement un soldat parachutiste. Avant la guerre, il avait commencé des études d'ingénierie mécanique à l'Université d'État de Pennsylvanie. Bien avant ça, à Metz, où il avait grandi dans une famille ouvrière avant que ses parents n'émigrent aux États-Unis, il avait passé des heures à regarder son père travailler dans les galeries de charbon, puis plus tard dans les mines de Pennsylvanie. Son père, Joseph Duret, était ingénieur de sécurité minière. Il ne parlait pas beaucoup de théorie, mais il vivait obsédé par une seule idée. Un système qui dépend d'un seul point de rupture est condamné. Dans les mines, une seule erreur pouvait tuer 30 hommes. Alors, on multipliait les sécurités, une porte qui en commande 2 autres, un câble qui active 3 mécanismes, un déclencheur principal, 3 de secours. Henri avait grandi avec ces schémas sous les yeux. Des croquis de galeries, de vannes, de câbles, de soupapes, de clapets. Quand la guerre avait éclaté, il avait emporté avec lui cette manière de penser. Ne jamais voir un objet seul, toujours le voir comme une pièce dans un ensemble. Devant Bastogne, encerclé par les forces allemandes, la plupart des soldats voyaient 57 grenades, comme 57 chances à lancer à la main si l'ennemi attaquait. Henri, lui, voyait un seul système composé de 57 éléments. Depuis 3 jours, au lieu de se contenter de renforcer sa tranchée comme les autres, il tendait des fils, mesurait des angles, plantait des piquets dans la neige gelée et enterrait soigneusement des grenades à différents niveaux. Il avait divisé le terrain devant leur secteur en 9 zones de tir qui se chevauchaient, organisées en 3 demi-cercles concentriques. Chaque zone possédait ses propres grenades, positionnées à des hauteurs calculées, certaines au ras du sol, d'autres surélevées à l'aide de petits piquets ou d'éléments de bois récupérés. Les 23 fils-pièges ne dessinaient pas un simple rideau. Ils formaient une toile. Déplacer un fil libérait une goupille, qui libérait une tension, qui faisait basculer un poids, qui à son tour mettait sous pression 2 autres segments de câble. Rien n'était laissé au hasard. Si un déclencheur ne fonctionnait pas, 2 autres prenaient le relais. Pour lui, c'était presque élégant. Pour les autres, c'était incompréhensible. Les remarques avaient commencé dès le premier jour. Des blagues lancées au passage, un sourire ironique, une tape sur l'épaule. Puis, très vite, l'agacement. Les hommes voulaient pas des choses simples. Un fusil, une tranchée, des grenades à portée de main. Pas un réseau de fils tendus dans la neige, dont personne à part Duret ne comprenait le principe. La veille encore, un groupe de soldats s'était arrêté quelques minutes pour observer son travail. En remontant vers leur propre position, l'un d'eux avait lâché, à voix assez haute pour qu'Henri l'entende, que ce système finirait sûrement par exploser tout seul avant même que les Allemands n'approchent. Henri avait levé brièvement la tête,
mais n'avait pas répondu. Il connaissait cette réaction. Elle lui rappelait certains professeurs de l'université. Dès que quelque chose s'éloignait des schémas habituels, la première réaction n'était pas la curiosité, mais le rejet. Pourtant, le contexte ne laissait aucune place à l'improvisation à moitié pensée. Bastogne était encerclé. Les hommes de la 101e tenaient une poche fragile, avec des munitions limitées, des vivres comptés. Presque pas de ravitaillement. L'hiver faisait plus de dégâts que l'ennemi. Les pieds gelaient, les doigts perçaient leur sensibilité. Les armes se bloquaient. Dans ces conditions, chaque grenade comptait. C'était précisément pour cette raison qu'Henri refusait de se contenter de les jeter une par une, au hasard d'une attaque. Il avait calculé que, correctement positionnées, 57 grenades pouvaient couvrir environ 900 mètres carrés de terrain en champ de fragmentation croisée. Si tout fonctionnait comme prévu, un groupe d'infanterie qui s'aventurerait dans ce secteur n'aurait nulle part où se mettre à couvert. Mais la bataille des Ardennes n'était pas un exercice de laboratoire. Autour de lui, la neige recouvrait des éclats d'obus, des morceaux de bois arrachés, des casques tordus. Les tirs d'artillerie allemands tombaient régulièrement sur leur position, déplaçant le sol, cassant des branches, creusant des cratères. Chaque impact représentait une menace pour son système. Un fil arraché, une goupille déclenchée trop tôt, une grenade déplacée. À chaque salve, il serrait les dents, attendant la déflagration en chaîne qui signifierait que 3 jours de travail venaient de partir en fumée. Mais rien n'explosait. À chaque accalmie, il rampait vers l'avant pour vérifier la tension des câbles, l'orientation des grenades, l'état des déclencheurs. Peu d'hommes savaient qu'Henri avait, en plus de ses compétences d'ingénieur, obtenu accès à certaines informations de renseignement. Un ami affecté à l'interception radio lui avait laissé entendre que les Allemands préparaient une poussée majeure contre la ceinture sud de Bastogne, précisément dans les jours qui venaient. On parlait d'attaques d'infiltration, de groupes sélectionnés qui avanceraient de nuit pour chercher les failles dans le dispositif. Henri avait alors observé le terrain, avec l'œil d'un ingénieur et d'un chasseur. Devant leur secteur, la pente était douce, l'accès relativement dégagé. Moins de barbelés, moins de bois mort, moins de dénivelé brutal. Si lui avait été officier allemand, c'est par là qu'il aurait tenté de percer. Dans son esprit, l'équation était simple. Secteur le plus faible, plus information radio Azure Axe, probable d'attaque. Son piège n'était pas une fantaisie. C'était, selon lui, la seule chance de briser une première vague ennemie avant qu'elle ne se déverse sur leur maigre ligne. Dans l'après-midi du 21 décembre, le vent avait forcé, amenant avec lui une neige plus fine, presque horizontale. Les hommes se tassaient dans leurs trous, ajustant leurs écharpes, frottant leurs mains. Henri, lui, finissait les derniers ajustements. Il vérifiait une nouvelle fois les hauteurs, certains déclencheurs à 15 centimètres du sol, d'autres plus haut pour attraper les genoux et les cuisses. Il s'assurait que les fils ne brillaient pas, qu'ils se confondaient avec l'herbe gelée et les branches. Chaque nœud était placé à un endroit précis, calculé pour qu'un pas de travers suffise à libérer une tension. Il savait très bien ce qui se jouerait ensuite. Soit, dans les heures à venir, une patrouille allemande s'engagerait exactement dans cette zone. Et alors, tout ce réseau silencieux prendrait vie. Soit personne ne viendrait par là, et son machin ridicule serait démonté au petit matin pour récupérer les 57 grenades, avec les rires amers de ses camarades en prime. Il avait accepté ce risque.
Ce qui le préoccupait davantage, ce n'était pas de passer pour l'original de la compagnie, mais de savoir si ses calculs survivraient au froid, aux vibrations, aux caprices du terrain, alors que la lumière du jour s'écrasait derrière les arbres et que la forêt passait du gris au noir. Le caporal, Henri Duret, termina sa dernière vérification, repoussa la neige d'un revers de manche et glissa au fond de sa tranchée. Le ciel, quelque part au-dessus de la fumée des obus, restait invisible. Mais une chose était certaine, dans l'obscurité entre les lignes, un champ silencieux de métal et de fil attendait le premier pas ennemi. Et s'il avait raison, ce premier pas déclencherait, en 19 secondes, quelque chose que personne, ni dans sa compagnie, ni chez l'ennemi, n'était vraiment prêt à imaginer. La nuit tomba sans transition, comme si quelqu'un avait clos un couvercle sur la forêt ardennaise. Le froid, déjà mordant, devint une lame. Chaque respiration sortait en nuages serrés, et dans les tranchées américaines, on murmurait que ce froid-là ne venait pas du ciel, mais de l'encerclement, un froid qui pénétrait les os parce qu'il venait de la peur. Le caporal Henri Duret resta immobile, recroquevillé dans sa position, à écouter. Dans les Ardennes, on entendait toujours quelque chose. Un craquement d'arbres, un souffle de vent, une détonation lointaine, des pas, parfois humains, parfois imaginaires. Mais cette nuit-là, juste après 0300, il y eut un autre type de silence. Pas l'absence de bruit, plutôt la présence d'une attente. Henri connaissait ce silence. Ceux qui chassaient avant l'aube, en Moselle comme en Pennsylvanie, savaient qu'il précédait toujours quelque chose. Un animal qui approche, un danger, ou ici, une attaque. Dans la tranchée voisine, le sergent Laurent Mackellar remuait, incapable de dormir. Depuis 3 jours, il oscillait entre colère et résignation. Il n'avait jamais compris pourquoi un de ses meilleurs caporaux passait chaque minute à attacher des fils invisibles dans la neige plutôt qu'à consolider une position déjà fragile. Mais ce soir, il avait la gorge sèche. Quelque chose dans l'air lui disait que le caporal avait raison sur au moins un point, quelque chose allait venir. À 03h17, un grondement sourd se répandit dans le lointain. Un bruit profond, étouffé, mécanique. Les chenilles de véhicules blindés. Mackellar se redressa aussitôt. Nom de Dieu! Ils avancent. Henri, lui, ne bougea pas. Il écouta. Il calcula. Les vibrations n'étaient pas proches. Les Allemands plaçaient leurs blindés en appui, mais l'infanterie qui faisait le vrai travail d'infiltration, elle se déplaçait déjà entre les arbres. Il en était certain. Les Allemands utilisaient, depuis plusieurs jours, les mêmes méthodes. Envoyer en premier une équipe de reconnaissance de nuit, silencieuse, entraînée, pour sonder les failles. Puis orienter un groupe d'assaut plus large selon ce que la patrouille avait trouvé. Exactement ce que son piège attendait. À 03h40, un des éclaireurs de Mackellar glissa dans la tranchée en soufflant. Mouvement dans le bois, direction sud-est. Le sergent se tourna vers Henri. Ton système. Il est prêt? Henri hocha une seule fois la tête. Depuis minuit, sergent. Mackellar serra les mâchoires. Il voulait poser 1000 questions. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Es-tu sûr? Mais les bruits dans les arbres rendaient un de ces questions inutiles. Les Allemands arrivaient. Les premiers pas furent presque inaudibles. Puis, progressivement, la progression devint perceptible, comme une respiration lourde dans la forêt. Le neige compacté sous des bottes à intervalles réguliers. Une cadence militaire. Ils n'étaient pas 2 ou 3, c'était un groupe entier. Henri sentit son cœur accélérer.
mais sans panique. Cette montée d'adrénaline familière avait accompagné toutes ces sorties de chasse enfants. Il n'y avait que l'attente, et ensuite l'action, si calculée que l'émotion n'avait plus de place. Les ombres se déplacèrent entre les troncs, une douzaine, puis 15, puis 20, peut-être plus. Ils avançaient exactement où il avait prévu. Une chose frappa d'abord Henri. Les Allemands avançaient avec précaution, mais pas assez. Ils s'attendaient à des mines classiques, pas à un système conçu par quelqu'un qui avait passé sa vie entière à comprendre ce que les autres ne voyaient pas. À 04h13, l'avant-garde allemande entra dans la première demi-lune de son dispositif. Un soldat, probablement un sous-officier, leva une main pour arrêter la colonne. Il s'accroupit. Il scruta le sol. Il manquait quelques millimètres. Quelques millimètres seulement. Le fil-piège principal se trouvait à 6 centimètres au-dessus de la neige gelée. Invisible. Silencieux. Le soldat balaya du regard la zone trop haut. Puis il se releva. Les 23 Allemands entrèrent ensemble dans le cœur du piège. Henri serra la poignée de sa pelle. Meckelard, à sa droite, retenait son souffle. Puis ce fut le premier son métallique. Un ting à peine audible. Le fil principal venait d'être arraché. Henri murmura pour lui-même « Déclenchement ». La réaction se produisit exactement comme il l'avait prévu dans ses calculs. 3 grenades du cercle extérieur furent libérées. Leurs goupilles glissèrent d'un coup sec. Puis, 4 secondes plus tard, une triple déflagration pulvérisa la neige et illumina les silhouettes allemandes. Mais ce n'était que le début. L'onde de choc renversa les coupelles de gravier servant au déclencheur de secours. Les grains tombèrent, libérant 6 nouvelles grenades, situées en haute hauteur, projetant leurs éclats en arc de cercle. Les soldats ennemis n'eurent même pas le temps de réagir. Ceux qui tentaient de se jeter au sol entraînent dans les zones de fragmentation des anneaux suivants. Les deuxième et troisième anneaux se mirent en marche comme une réaction en chaîne parfaitement bâtie. 15 grenades dans le cercle médian, puis 18 autres dans le cercle intérieur, enfin 6 grenades latérales pour frapper les survivants en fuite. La séquence dura 19 secondes. Pas une de plus. Quand le souffle des explosions retomba, le silence revint. Mais ce n'était plus le même silence que celui avant l'attaque. C'était un silence rempli de vide. Là où, 1 minute plus tôt, une patrouille allemande avançait méthodiquement, il ne restait qu'un terrain labouré, déchiré, noirci, jonché de métal et de fragments. Le sergent Meckelard resta figé. Il tenta de prononcer quelque chose, mais aucun son ne sortit. Ses yeux passaient de la zone dévastée au caporal Duré, comme s'il cherchait à comprendre comment un simple soldat avait pu concevoir un effet de destruction aussi total. Il finit par articuler d'une voix étranglée « Combien ?» Henri, qui comptait déjà visuellement les silhouettes immobiles, répondit « 23, sergent. » Confirmé. Meckellar inspira lentement. Puis « Et il reste combien de grenades intactes ?» Henri cligna des yeux. « 3. Elles n'ont pas déclenché. Froid extrême, mais ça n'a pas changé grand-chose. » Le sergent planta son regard dans celui du caporal. Caporal Duré, il marqua une pause, avala sa salive. « Je retire tout ce que j'ai dit. Ce que tu as construit n'était pas stupide. » Il observa à nouveau le champ de destruction. C'était... Il chercha le mot. C'était du génie. Henri ne répondit rien. Il ne souriait pas, ne bombait pas le torse. Il regardait simplement le terrain. Il ne ressentait ni triomphe ni revanche, juste une confirmation. Ses calculs tenaient.
et les Allemands venaient de la prendre de la manière la plus brutale. Le jour se leva lentement sur Bastogne, comme s'il hésitait lui-même à apparaître dans ce paysage ravagé. Les premières lueurs grises ne réchauffaient rien. Elles ne faisaient que dévoiler, centimètre par centimètre, l'ampleur de ce qui venait de se passer pendant la nuit. Le vent soufflait en rafales sèches, soulevant la neige tachée de suie et de terre. Dans le secteur sud, là où le caporal Henri Duret avait installé son piège, les traces de l'affrontement étaient visibles à perte de vue. Un sol labouré, des troncs d'arbres fendus en éclats, des fragments métalliques incrustés dans les branches, et au centre, ce qui restait de la patrouille allemande. Rien ne bougeait. Rien n'aurait pu bouger. À 07h, une section de reconnaissance fut envoyée pour évaluer les dégâts. Parmi eux, le lieutenant Pierre Valmont, homme méthodique, mesuré, rarement impressionné par quoi que ce soit. Il connaissait les explosifs, les plans de mine, les systèmes de défense. Et pourtant, lorsqu'il fit les premiers pas dans la zone de déclenchement, il s'arrêta net. Il resta immobile quelques secondes avant de murmurer « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fabriqué, votre caporal ?» Le sergent Makela répondit simplement « Quelque chose que personne n'a cru possible. » Valmont se pencha près d'un cratère encore fumant. Des éclats de grenades et des lamelles d'acier s'étaient implantés profondément dans le sol gelé. Certains fragments s'étaient enfoncés jusqu'à 20 centimètres, preuve d'une détonation presque simultanée de plusieurs charges. Il observa les angles, les distances, les traces laissées par les grenades, puis se redressa, interloqué. « Ce n'était pas un piège, dit-il. » Mackellar leva un sourcil. « Ah bon? Et c'était quoi, alors ?» « C'était un système, intégré, calculé, optimisé. » Il marqua une pause. Personne n'improvise ça. Personne. Pendant ce temps, quelques mètres plus loin, Henri inspectait son dispositif, notant mentalement chaque élément qui avait fonctionné, chaque mécanisme qui avait résisté au froid, chaque erreur à corriger. Il avait cette façon de regarder son propre travail comme un artisan examine un meuble avant de le livrer, avec précision, exigence, et un détachement presque étrange en plein milieu d'un champ de bataille. Le lieutenant Valmont s'approcha de lui. « Caporal Duret. » Henri se redressa. « Mon lieutenant. » Le regard du lieutenant suivit les repères dans la neige, les fils arrachés, les gravats éparpillés. « Je veux que vous m'expliquiez, de A à Z, comment vous avez conçu ça. » Henri resta silencieux quelques secondes. Non pas par hésitation, mais parce qu'il cherchait ses mots. Pas des mots que les militaires utilisaient. Des mots simples, mais exacts. « J'ai commencé par analyser leur tactique, dit-il enfin. Les Allemands cherchent les points faibles. Ils utilisent les bois denses. Ils avancent en formation compacte, dans l'obscurité. Donc, il faut un système qui frappe tout le groupe. Pas un, pas deux. Tous. » Valmont croisa les bras, intrigué. « Vous êtes ingénieur de formation ?» Henri hocha la tête. « Étudiant en mécanique avant la guerre. » Mackellar, qui observait la scène, grinça. Personne ici ne voulait écouter ces théories d'ingénieur. Jusqu'à ce matin, Henri continua, imperturbable. Les grenades isolées ne suffisent pas. Elles sont efficaces, mais limitées. Si vous les pensez en réseau, avec déclenchements multiples, elles deviennent une seule arme, cohérente, plutôt qu'un tas d'explosifs séparés. Valmont soupira, mi-dépité, mi-ébloui. « Et vous avez conçu ça dans un trou boueux sous les obus allemands ? » ?»« Oui, 3 jours. Vous réalisez que ce que vous avez construit est plus sophistiqué que certains systèmes que l'armée teste depuis des années ?» Henri ne répondit pas.
Il ne cherchait ni récompense, ni reconnaissance. Il voulait juste que ses calculs fonctionnent et qu'ils sauvent des vies. Mais ce que Valmont comprit immédiatement, c'était que l'impact allait dépasser cette seule nuit. Il prit une longue inspiration. Je vais devoir remonter ça au commandement divisionnaire. Ils voudront voir votre design, vos plans, vos schémas. Je n'ai pas de plan, répondit calmement Henri. Tout est ici. Il tapota sa tempe du doigt. Valmont resta bouche bée. Vous avez mémorisé un schéma de 57 grenades et 23 déclencheurs? Chaque élément a une fonction simple si on comprend les interactions. Il montra la zone du doigt. Ça, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du bricolage. C'est de la logique pure. Mackellar éclata d'un rire nerveux. Caporal, vous venez littéralement de donner une leçon de physique appliquée au lieutenant. Valmont secoua la tête. Ce n'est pas une leçon, c'est une révolution. Et je ne dis pas ça à la légère. Un soldat de reconnaissance courut vers eux, essoufflé. Lieutenant, on a capté une communication allemande interceptée par les opérateurs radio. Dépêche. Le soldat tendit un message retranscrit. Valmont lut à voix haute. Forces américaines utilisent cet équipement explosif inconnu. Zone sud impraticable. Mine séquentielle automatique. Recommandons suspension des infiltrations jusqu'à nouvel ordre. Le lieutenant releva les yeux, fixant Henri. Ils pensent que vous avez inventé une nouvelle arme américaine. Henri haussa légèrement les épaules. S'ils ont peur, ils perdent du temps. Et le temps, c'est ce qu'il nous manque le plus ici. Mackellar, toujours abasourdi, souffla. Durée, tu viens peut-être de sauver Bastogne. Henri ne répondit pas. Il regardait la forêt, avec la même expression calme que la veille, comme s'il attendait déjà la prochaine épreuve. Et elle allait venir, plus vite qu'il ne l'imaginait. La nouvelle du piège impossible du caporal Henri Duret se propagea à travers les lignes américaines comme une traînée de poudre. Dans l'enfer gelé de Bastogne, où chaque journée ressemblait à une lutte contre le froid, la faim et l'encerclement, l'exploit du piège devint presque une légende instantanée. Mais Henri, lui, n'accordait aucune attention à cette soudaine réputation. Il observait la forêt. Il calculait déjà. Il analysait les prochains mouvements possibles. Son esprit restait fixé sur ce que les Allemands feraient maintenant, après avoir perdu une patrouille entière en moins de 20 secondes. Le lieutenant Valmont, de retour au poste de commandement du 502e régiment, passa plus d'une heure à rédiger un rapport urgent destiné à l'état-major divisionnaire. Il détailla la conception, les principes, les résultats et l'impact psychologique du système créé par Duret. Son ton était presque scientifique, objectif, méthodique, admiratif malgré lui. Le rapport concluait par une phrase que Valmont relut 3 fois avant de l'écrire définitivement. Si les forces allemandes hésitent, ne serait-ce qu'une seule heure de plus à attaquer sur le secteur sud, c'est grâce à un seul homme. Pendant ce temps, Henri continuait de patrouiller dans la zone de déclenchement. Il voulait comprendre comment chaque élément avait réagi, l'embrasement, les angles d'incidence, la dispersion des fragments, la propagation de l'onde de choc. Ce qui fascinait les autres lui servait simplement d'analyse post-opérationnelle. Plus loin, les hommes de la section n'arrivaient toujours pas à comprendre comment un caporal d'origine lyonnaise, discret, sans histoire, pouvait imaginer et mettre en œuvre quelque chose qui dépassait même les schémas d'ingénieurs de l'armée. Mais la réalité, c'était que des hommes comme Henri ne réfléchissaient pas comme les autres.
Il n'avait pas besoin de manuel, seulement de logique, de patience et d'un terrain qu'il savait lire comme une carte. Lorsque les équipes de reconnaissance américaines atteignirent les lignes extérieures cet après-midi-là, elles découvrirent quelque chose d'inattendu. Non pas des traces d'un nouvel assaut allemand, mais des traces de retrait. Les unités ennemies s'étaient repositionnées plus à l'est, comme si elles cherchaient à contourner le secteur Durée. Ce repositionnement, insignifiant au premier regard, signifiait en réalité que la 26e Volksgrenadier Division était en pleine confusion. Un simple caporal avait contraint un commandement allemand entier à reconsidérer son axe d'attaque. Le soir, à 18h, le colonel Frémont, commandant du 2e bataillon, convoqua Valmont dans son abri. « Résumé, vite !» Valmont expliqua tout, l'anticipation, la construction, les redondances, le déclenchement en cascade, la réaction allemande, l'effet stratégique. Frémont écouta sans cligner des yeux. Quand Valmont eut fini, le colonel soupira longuement. « Vous êtes en train de me dire qu'un caporal a créé un système défensif que l'armée américaine n'a jamais testé et que les Allemands croient méchant maintenant que nous possédons une nouvelle technologie? » « Oui, mon colonel. » « Et que cela pourrait les ralentir suffisamment pour que les avions de ravitaillement puissent enfin traverser la tempête? » Valmont hocha la tête. Le colonel posa ses mains sur la table, silencieux, pensif. Puis déclara simplement : « Cet homme vient de donner à Bastogne quelque chose que ni les renforts, ni les blindés ne peuvent nous offrir. Le temps. » La nuit tomba, froide et silencieuse. Les tirs d'artillerie cessèrent brusquement, comme si les deux armées retenaient leur souffle. Henri, lui, n'arrêtait pas. Il reconstruisait mentalement un nouveau système. Non pas un piège identique, mais une amélioration. Une version plus rapide à installer, moins sensible aux projections d'artillerie, avec un seuil d'activation ajusté. À 02h10 du matin, il quitta son abri et s'avança vers la lisière de la forêt. Pas pour combattre, pour écouter. Le silence de la forêt enneigée avait un langage. Des craquements trop réguliers, des pas trop espacés, des respirations contrôlées. Tout cela, Henri l'entendait. Pas encore une patrouille, juste des mouvements de repositionnement. Les Allemands cherchaient un nouveau point faible. Il resta immobile presque 30 minutes, notant mentalement les distances, les directions, les intensités sonores. Puis il retourna au camp. Il trouva Mekelar assoupi, près du poêle métallique. « Ils vont revenir, » dit Henri. « Pas ici, un peu plus à l'ouest. » Mekelar ouvrit un œil. « Et comment tu sais ça ? » Ils contournent, ils testent, ils cherchent un angle mort. Et tu penses à quoi ? À un autre système, plus compact, plus réactif. Tu crois pouvoir refaire ton truc avec moins de grenades ? Oui, mais il faut commencer maintenant. Mekelar observa Henri quelques secondes, puis se leva, résolu. Très bien. Je ne comprends rien à tes plans, mais je t'accompagne. Et toute la nuit, dans un froid qui aurait découragé n'importe qui, Henri Duret traça dans la neige les grandes lignes d'un nouveau dispositif. Un piège qu'aucun manuel de l'armée n'avait jamais envisagé, mais qui deviendrait bientôt une nouvelle raison pour les Allemands de redouter la forêt de Bastogne. Le piège n'était pas encore construit, mais pour Henri, ce n'était qu'une question de temps. Et maintenant, pour la première fois depuis des jours, il avait un peu de temps. Le 23 décembre, quand l'aube grise se leva sur le périmètre sud-ouest de Bastogne, le travail d'Henri Duret avait déjà repris depuis plusieurs heures.
Ce n'était plus seulement un caporal isolé qui bricolait un système que personne ne comprenait. 3 soldats avaient été affectés pour l'assister et 2 officiers passaient régulièrement vérifier l'avancement des préparatifs. Ce changement d'attitude, presque une inversion complète, ne surprenait qu'à moitié Henri. L'armée était ainsi faite. Elle se moquait de ce qu'elle ne comprenait pas, puis l'adoptait aussitôt quand les résultats devenaient impossibles à ignorer. Les Américains avaient passé la nuit précédente à réorganiser les positions, renforçant les secteurs autrefois négligés. Mais pour Henri, la clé n'était pas seulement de fortifier, il fallait penser comme l'ennemi. Les Allemands avaient perdu une patrouille entière dans son premier piège. Ils ne referaient pas la même erreur. Ils chercheraient ailleurs. Ils testeraient d'autres angles. Ils exploiteraient les zones où les arbres étaient plus espacés, où la neige amortissait les sons, où la pente offrait une approche plus naturelle. Henri visualisait déjà ces trajectoires comme un échiquier. Chaque tronc, chaque montée, chaque creux de terrain. Il savait où un commandant prussien expérimenté tenterait de passer. Le second piège qu'il construisait n'était pas une copie du premier. C'était une évolution, plus compacte, plus dense, plus rapide à déclencher, moins dépendant de la synchronisation parfaite des fils. Henri avait compris 2 choses essentielles grâce au piège initial. 1. Les Allemands avançaient en grappes structurées, même dans la neige. 2. Le premier choc émotionnel était plus déterminant que le nombre exact d'explosions. Ainsi, au lieu de répartir les grenades sur un large arc, il concentrait désormais les zones d'impact en 3 noyaux convergents. L'effet serait celui d'une mâchoire métallique qui se referme. Un claquement sec, brutal, impossible à éviter ou anticiper. Les 3 soldats affectés à l'aider, Barnes, Clancy et O'Leary, suivaient ses instructions sans poser de questions. La veille encore, ils se seraient moqués avec les autres. Maintenant, ils observaient chaque geste d'Henry, comme si son cerveau contenait un secret militaire d'importance stratégique. Barnes remarqua d'ailleurs quelque chose qu'Henry, absorbé, n'avait même pas perçu. Ils n'ont pas bombardé notre secteur cette nuit, dit-il en fixant les lignes ennemies. Non, répondit Henry sans lever la tête. Ils n'osent plus, parce qu'ils croient qu'il y a d'autres pièges, parce qu'ils ne savent pas où j'en mettrai un autre. L'incertitude est une arme. Et c'était vrai. L'incertitude faisait plus que tuer. Elle paralysait. À 11h05, un messager arriva en courant à travers la neige boueuse. Il portait une caisse lourde, et ses mains tremblaient à cause du froid. Caporal Durette? Ordre du colonel Frémont. Quand Henri ouvrit la caisse, il comprit. Une centaine de grenades supplémentaires. Des outils, du matériel de déclenchement récupéré sur des dépôts arrière. Le colonel Frémont avait fait ce que peu d'officiers faisaient. Il avait choisi de miser sur un soldat de rang inférieur, simplement parce qu'il l'avait jugé compétent. Ce geste, rare, presque intime dans une armée aussi hiérarchisée, signifiait une chose. Henri n'était plus un excentrique. Il était une ressource stratégique. La température chuta encore dans l'après-midi. Les hommes voyaient leur souffle se transformer en nuages gelés. Le froid mordait la peau malgré les couches de vêtements. Les radios grésillaient. Les Allemands semblaient silencieux, comme une bête tapie dans l'ombre. Mais Henri savait. Il avait senti. L'attaque viendrait, pas aujourd'hui peut-être, mais bientôt. L'ennemi n'abandonnait jamais totalement un axe d'approche. Il le contournait, il observait, il attendait. Puis,
il revenait. Le deuxième piège fut terminé au crépuscule, une construction presque artistique dans sa précision, totalement invisible dans la neige, parfaitement intégrée au relief. Henri donna de rapides consignes à ses 3 assistants. Il ne comprenait pas entièrement l'ensemble, mais il comprenait l'essentiel. Où se placer? Quand observer? À quel bruit réagir? Quand la nuit tomba, un autre phénomène apparut. Un silence plus lourd, plus profond, comme si toute la forêt retenait son souffle. Barnes murmura. On dirait que quelque chose approche. Henri ne répondit pas. Il fixait la lisière des arbres. Ce n'était pas un bruit identifiable. Pas encore. Juste une sensation familière, presque animale. Ce pressentiment que le danger évoluait déjà dans l'obscurité. Là, dans ce silence, Henri sut que son deuxième piège n'était pas une précaution. C'était une nécessité. Et que d'ici peu, la forêt de Bastogne prouverait une deuxième fois qu'un simple caporal pouvait changer le cours d'une bataille. La nuit du 26 décembre s'abattit sur Bastogne comme une chape de plomb. Pas de vent, pas de flocons, rien. Le genre de silence qui n'existe qu'avant un assaut massif. Celui où même les arbres semblent se figer, attendant que la terre respire la première explosion. Henri Duret n'avait pas fermé l'œil depuis plus de 30 heures. Ses muscles protestaient, ses doigts étaient raides, et pourtant son esprit demeurait incroyablement clair. Le deuxième piège, celui qu'il avait construit en à peine 1 jour et demi, était prêt. Le troisième, encore inachevé, reposait comme un squelette métallique dans la neige, un futur monstre en cours d'assemblage. Mais cette nuit, Henri savait qu'il n'aurait pas le temps de terminer quoi que ce soit. L'attaque venait. Pas besoin de jumelles. Pas besoin de sonde radio. Ce n'était pas un bruit précis, plutôt une pression, une vibration infime dans le sol, un changement dans l'air. Comme si la forêt, elle-même consciente, anticipait la collision inexorable entre deux forces. Henry, Barnes, Clancy et O'Leary se positionnèrent derrière un talus enneigé, un peu en retrait du piège. Ils savaient qu'ils ne seraient que spectateurs. Ce système n'avait pas besoin d'intervention humaine. Il n'avait besoin que d'un pas ennemi, d'un frôlement, de la moindre erreur. Et les erreurs allaient arriver. Vers 04h32, ce qui semblait au départ un simple murmure devint une certitude. Des silhouettes se déplaçaient en formation serrée entre les troncs, avançant avec discipline, malgré le terrain difficile. Les Allemands avaient abandonné les infiltrations lentes. Cette fois, ils avancèrent avec détermination, cherchant à frapper vite et fort. Henri compta mentalement les ombres. 10, 15, puis 20, 25. Un groupe complet, probablement un élément d'assaut, destiné à tester les lignes américaines avant un mouvement plus massif. Il progressait exactement où Henri l'avait prévu. Il pensa à Mackenzie, à Walsh, à tous ceux qui avaient ri en voyant les premiers fils de fer et les premières grenades posées dans la neige comme des jouets d'enfants. Et il eut une pensée fugace. Que Dieu fasse en sorte que cela marche encore. Les Allemands atteignirent la première ligne du piège. Ils restaient silencieux, alertes, lumière éteinte, mains sur les armes. Ils avaient appris des erreurs de leurs camarades. Ils scrutaient le sol, cherchaient ce qu'ils ne pouvaient pas voir. Un fil aussi fin qu'un cheveu, une tension invisible. Mais les pièges d'Henri n'étaient pas conçus pour être vus. Ils reposaient sur la physique, sur le froid, sur les vibrations, sur le mouvement naturel des soldats qui avancent en rangs dispersés mais liés. Et surtout,
Il reposait sur l'inévitabilité. Impossible d'éviter ce qu'on ne peut pas identifier. La première activation se produisit à 0,4h33 et 19 secondes. Un soldat allemand, en avançant légèrement sur sa gauche pour contourner un tronc, posa son pied dans l'angle exact calculé par Henry. Le fil tendu céda sans bruit, libérant un mécanisme interne relié à une triplette de grenades enterrées sous 5 centimètres de neige tassée. L'explosion survint moins d'une seconde plus tard. Une gerbe de fragmentation illumina brièvement la forêt, suivie d'un son sourd étouffé par la neige. Puis, comme si toute la structure mécanique avait attendu ce coup d'envoi, le système entier se mit en marche. Les 3 grenades déclenchèrent la section médiane. La section médiane déclencha la section arrière. La section arrière déclencha les grenades satellites placées dans les angles morts. La cascade dura seulement 21 secondes. 21 secondes qui transformèrent un groupe de 29 soldats ennemis en un chaos de débris, d'armes projetées et de silhouettes fauchées avant même qu'elles ne comprennent ce qui les frappait. Barnes, à côté d'Henry, murmura presque sans voix « Mon Dieu !» Henry ne répondit pas. Ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la fierté. C'était le soulagement froid de l'homme qui réalise qu'une théorie, une intuition, une construction improbable vient encore de sauver des dizaines de vies américaines. Le vacarme attira l'attention de tout le secteur. Les mitrailleuses se dressèrent, les projecteurs tentèrent de percer la nuit, les sentinelles appelèrent leurs officiers. Mais il n'y avait déjà plus d'ennemis vivants dans la zone du piège. Tous étaient tombés dans le champ de mort qu'Henry avait imaginé, calculé, fait naître. Quand l'examen du site fut effectué 30 minutes plus tard, le constat tomba. 29 soldats allemands éliminés, 0 survivants, 0 tir américain nécessité. Le lieutenant Méran, transi de froid, lâcha simplement. Caporal Duré, ce que vous avez fait là dépasse tout ce que j'ai vu depuis que je suis dans l'armée. Mais ce n'était pas terminé, car à l'Est, un éclaireur venait de rapporter la chose que Henry redoutait le plus. Les Allemands regroupent des forces pour un 3e assaut, plus massif que les 2 premiers. Et ce 3e assaut tomberait exactement là où reposait son piège encore inachevé. Henry leva les yeux vers les premières lueurs du matin naissant. Il savait déjà, dans moins de 24 heures, son ingéniosité serait mise à l'épreuve une dernière fois. Et cette fois, il n'aurait pas 3 jours pour préparer. L'aube du 27 décembre se leva sur Bastogne comme une lame glacée, tranchant la neige figée, révélant les silhouettes fatiguées d'hommes qui n'avaient même plus dormi depuis des jours. La ville encerclée semblait respirer difficilement, comprimée par des forces bien plus vastes qu'elle. Mais au sud-est, là où les bois formaient une brèche naturelle, un autre combat se jouait, celui d'un seul homme contre les probabilités, contre le temps, contre l'inévitable. Henri Duré, les traits tirés, les yeux cernés, inspectait pour la 100e fois le squelette de métal, de fils et de grenades, qui deviendrait peut-être son 3e chef-d'œuvre, ou son échec le plus cuisant. Ce piège-là n'avait pas bénéficié de 3 jours de préparation, ni même de 2. Seulement quelques heures volées entre des alertes, des bombardements et les corps gelés des Allemands balayés par les précédents pièges. Ils travaillaient en silence, les mouvements précis, presque chirurgicaux. Barnes et Clancy préparèrent les charges. O'Leary tassait la neige pour camoufler les fils. Tous connaissaient l'importance de ce système. Les éclaireurs américains venaient de confirmer que l'attaque imminente
n'était pas une simple infiltration, mais une manœuvre plus large, une tentative de percée destinée à briser totalement la défense sud de Bastogne. Ce secteur, celui d'Henri, celui de son piège inachevé. Il n'avait pas le luxe de l'hésitation, tout devait tenir. Même si 30% des composants étaient encore montés à la va-vite, même si certaines redondances n'étaient pas parfaites, même si le sol gelé refusait parfois les ancrages. Henri connaissait les lois de la probabilité mieux que la plupart des officiers. Il savait qu'un système imparfait, mais pensé intelligemment, pouvait surpasser un système parfait placé au mauvais endroit. Et cet endroit était celui où l'ennemi arriverait. Lorsque la lumière commença à décliner, le silence redevint total. Un silence étrange, épais, presque cérémoniel, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. À 18h47, les premiers éclaireurs américains repérèrent les troupes ennemies. Pas 20, pas 30, mais une compagnie entière, environ 45 à 50 soldats, avançant en formation compacte, soutenus par des équipes spécialisées et protégés par la pénombre. Ils marchaient ensemble tous vers un unique objectif, le passage étroit, où se tenait le piège d'Henri. Les soldats américains se replièrent derrière les arbres, laissant la neige intacte, les fils invisibles, les grenades cachées, comme des graines mortelles, attendant leur floraison. Henri observa la progression allemande. Il n'éprouvait ni peur, ni excitation. Seulement une concentration absolue, presque douloureuse. Les Allemands avançaient avec discipline, se dispersant par petits groupes pour éviter les impacts d'artillerie, scrutant chaque racine, chaque bosquet, chaque irrégularité de terrain. Ils semblaient avoir appris des premières pertes. Ils bougeaient comme des chasseurs, conscients qu'ils entraient dans un terrain dangereux. Mais ils ignoraient une chose. On ne peut pas anticiper ce qu'on ne peut pas détecter. Lorsque le premier groupe pénétra dans la zone du piège, Henri sentit son cœur battre plus lentement. Ce n'était qu'une question de secondes maintenant. Le moindre mouvement, la moindre maladresse, le moindre frôlement. Cela arriva à 18h51 et 03 secondes. Un soldat allemand, en s'agenouillant pour inspecter ce qu'il croyait être un fil d'herbe gelée, effleura un connecteur aussi fin qu'une veine humaine. Le fil vibra, libéra une tension, une micro-déviation invisible à l'œil nu. La montagne mécanique se réveilla. La première détonation fut étouffée, presque timide sous la neige, puis la seconde, puis la troisième. En 4 secondes, le piège s'alluma comme un orgue de feu. Les grenades du premier arc projetèrent leur souffle vers l'avant, forçant les Allemands à battre en retraite, directement dans la deuxième ligne. Celle-ci, plus dense, plus haute, libéra un nuage de fragmentation à hauteur de poitrine. Les silhouettes s'effondrèrent dans des gerbes blanches et rouges. Puis vint le cœur du piège, la séquence ascendante. Les grenades suspendues à des branches basses, dont les déclencheurs attendaient précisément les ondes de pression, explosèrent à plusieurs hauteurs, créant une spirale meurtrière de métal. Il n'y eut aucune pause, aucun espace pour respirer, aucune chance de comprendre ou d'adapter la tactique. En 22 secondes, le sol redevint silencieux. Les arbres retombèrent en immobiles sentinelles. La neige recouvrit déjà certaines traces. Et ce qui restait de la compagnie allemande gisait au milieu du piège comme des silhouettes statufiées. Le capitaine Méran arriva quelques minutes plus tard, accompagné d'un médecin et de 2 éclaireurs. L'expression de son visage n'était ni de la joie, ni de l'effroi. C'était quelque chose de plus rare chez un officier en pleine bataille.
la reconnaissance silencieuse de l'ingéniosité humaine. Henri, lui, ne regardait pas les corps. Il observait les fils tordus, les ressorts brisés, les mécanismes qu'il avait construits de ses propres mains. Il analysait mentalement ce qui avait fonctionné, ce qui aurait pu échouer, ce qu'il améliorerait si la guerre lui donnait encore une nuit. Mais la guerre n'attend jamais. Le message radio arriva vers 21 heures. Le siège de Bastogne était officiellement levé. Les renforts américains arrivaient, la ville tenait. Et beaucoup le savaient déjà. Sans les pièges d'Henri Duret, la brèche sud aurait cédé. Les Allemands auraient percé, et Bastogne aurait peut-être été perdue. Le lendemain, au poste de commandement, un rapport sommaire fut rédigé. Le caporal Henri Duret, par une compréhension exceptionnelle des principes mécaniques et de la défense probabiliste, a anéanti 3 éléments d'infiltration ennemis, totalisant 70 soldats éliminés, sans dépenses de munitions conventionnelles et sans pertes américaines dans ces secteurs. Contribution déterminante à la défense de Bastogne. Henri Duret n'entendit jamais les analyses stratégiques ni les discussions techniques qui suivirent. Ce soir-là, pour la première fois en plusieurs jours, il dormit. Non pas parce qu'il se sentait en sécurité, mais parce que son esprit, enfin, se relâcha. Lui qui avait été moqué, ignoré, contredit, avait prouvé que parfois, l'idée jugée folle est simplement en avance sur son temps, et que l'ingéniosité d'un seul homme peut influencer l'issue d'une bataille entière.